Sophie avait 56 ans. Quand elle entendit pour la première fois ces mots, qui allaient n'acheter bouleverser sa vie amoureuse. Elle se trouvait à une soirée de gala caritative, veuve depuis 2 ans, lorsqu'Antoine, un homme d'affaires de 62 ans, propriétaire d'une chaîne d'hôtels prestigieuse, s'approcha et l'invita à dîner le samedi suivant. Sophie le regarda, sourit et répondit « Samedi, je ne peux pas. J'ai mon cours de peinture que je ne manque pour rien au monde. Peut-être un mardi ou un jeudi, si cela vous convient. » Antoine resta interdit, le temps d'assimiler l'information. Il était habitué à ce que les femmes réorganisent leur vie entière pour un simple dîner avec lui. Sophie venait de faire ce qu'aucune femme n'avait fait depuis 10 ans. Elle avait dit non. Et cela réveilla quelque chose de primordial dans son cerveau. 3 mois plus tard, Antoine n'était pas seulement obsédé par Sophie. Il l'avait demandée en mariage 2 fois, et elle avait refusé à chaque fois. Et c'était précisément cela qui le rendait encore plus accro. Avez-vous déjà eu le sentiment que plus vous vous efforcez de plaire à un homme, moins il vous valorise? Avez-vous déjà réorganisé votre vie, annulé vos projets, dit oui alors que vous vouliez dire non? Tout cela pour ne pas perdre son attention? Et malgré tout, il est parti. Ou vous a traité comme une option secondaire? Avez-vous l'impression qu'être gentille, agréable, facile à vivre, devrait vous rendre plus désirable, mais qu'en réalité, cela vous rend invisible? Nilda Chiaraviglio, spécialiste de la philosophie des relations matures, a identifié l'une des erreurs les plus dévastatrices que les femmes de plus de 40 ans commettent, confondre la gentillesse avec la servilité. Confondre le fait d'être une bonne partenaire avec le fait d'être un paillasson émotionnel. Et cette erreur non seulement éloigne les hommes de qualité, mais attire exactement le mauvais type. Des hommes qui recherchent quelqu'un pour les servir, pas pour les aimer. Sophie commettait cette erreur depuis des années. Pendant ses 28 ans de mariage, elle avait été l'épouse parfaite, toujours disponible, toujours agréable, toujours adaptant ses besoins à ceux de son mari. Lorsqu'il mourut d'une crise cardiaque à 60 ans, Sophie réalisa quelque chose d'effrayant. Elle ne savait plus qui elle était. Elle avait passé près de 3 décennies à être ce que quelqu'un avait besoin qu'elle soit. Et maintenant, seule, elle ne savait pas ce qu'elle voulait elle-même. Les 2 premières années de veuvage furent une reconstruction douloureuse, thérapie, redécouverte de soi. Apprendre à prendre des décisions basées sur ce qu'elle voulait, et non sur ce que les autres pensaient qu'elle devrait vouloir. Et c'est précisément au cours de ce processus que Sophie découvrit les enseignements de Nilda sur le pouvoir des limites claires. Nilda enseigne quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que les femmes sont socialisées à croire. Les hommes de qualité, surtout les hommes qui ont réussi, ne sont pas attirés par les femmes qui sont d'accord avec tout. Ils sont attirés par les femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui ont des limites claires, qui ne sont pas disposées à se rabaisser pour entrer dans l'espace de personne. Et la raison est neurologique. Lorsque vous dites toujours oui, lorsque vous vous adaptez toujours, lorsque vous êtes toujours disponible, vous activez dans le cerveau masculin le même système qui traite les choses garanties, sûres, prévisibles. Et les choses garanties ne génèrent pas de dopamine, ne génèrent pas d'obsession, ne génèrent pas le type d'attraction profonde qui donne envie à un homme de s'engager. Mais lorsque vous avez des limites claires, lorsque vous dites non avec élégance, lorsque vous démontrez que votre vie, vos valeurs, vos priorités ne sont pas négociables, vous activez un système complètement différent, le système du défi, de la conquête, de la rareté. Et ce système, oui, génère l'obsession. Sophie ne savait pas cela consciemment lorsqu'elle dit non à Antoine. Elle était simplement authentique. Le samedi, elle avait vraiment son cours de peinture, et après 2 ans de reconstruction identitaire, elle n'était pas disposée à annuler quelque chose qu'elle aimait, pour un homme qu'elle connaissait à peine. Mais ce non, apparemment simple,
communiqua quelque chose de profond. « J'ai une vie, et vous pouvez en faire partie si vous y ajoutez de la valeur. Mais vous n'en êtes pas le centre. » Antoine accepta le mardi. Ils se retrouvèrent dans un restaurant italien, et c'est là que commença la véritable transformation. Car Sophie fit quelque chose lors de ce premier rendez-vous que la plupart des femmes ne font pas. Elle fut vraiment curieuse à son sujet, mais ne se vendit pas. Antoine parla de ses affaires, de ses hôtels, de ses voyages. Sophie écouta avec un intérêt réel, posant des questions intelligentes. Mais lorsqu'il lui posa des questions sur elle, Sophie ne fit pas ce qu'il attendait. Elle ne parla pas de sa solitude, du plaisir qu'elle aurait à avoir de la compagnie, de son admiration pour les hommes qui ont réussi. Elle parla de sa redécouverte de la peinture, de la façon dont elle apprenait enfin à créer de l'art qui exprimait qui elle était vraiment, du groupe d'amis artistes, qui était devenu essentiel dans sa vie. Antoine fut intrigué. Il était habitué à ce que les femmes démontrent dès le début qu'il serait une chance dans leur vie. Sophie démontrait que sa vie était déjà complète et qu'il aurait de la chance si elle le laissait en faire partie. À la fin du dîner, Antoine voulut payer. Sophie le remercia, mais insista pour diviser l'addition. Il fut déconcerté. Il dit qu'il n'y avait pas besoin, qu'il pouvait payer sans problème. Sophie sourit et dit « Je sais que vous le pouvez, mais je préfère que nous commencions bien, sans dette, sans obligation. Si vous me proposez un autre rendez-vous, ce sera parce que vous appréciez ma compagnie, pas parce que vous avez l'impression que je vous dois quelque chose. » Nilda appelle cela le principe de la réciprocité consciente. Les femmes matures qui comprennent le pouvoir n'acceptent pas les cadeaux, les faveurs ou les gentillesses, qui créent une dette émotionnelle implicite. Parce que les hommes, consciemment ou non, tiennent une comptabilité. Et lorsque vous acceptez trop, sans rendre l'appareil au même niveau, vous vous mettez en position de dette. Et la dette n'est pas une base pour une relation d'ego. Antoine insista un peu. Mais Sophie resta ferme avec élégance. Ils partagèrent l'addition. Et lorsqu'ils se dirent au revoir, Antoine réalisa quelque chose d'inhabituel. Il ne savait pas si elle voulait le revoir. Elle avait été gentille, intéressante, présente, mais elle n'avait donné aucun signe clair qu'elle était intéressée romantiquement. Et cela le tint éveillé toute la nuit. La plupart des femmes, surtout après 50 ans, ont tellement peur de perdre une occasion qu'elles manifestent trop d'intérêt, trop rapidement. Un message le lendemain pour remercier, des signes clairs de disponibilité, une ouverture à un prochain rendez-vous, tout cela communique « je vous veux ». Et lorsque vous voulez quelqu'un avant qu'il ne prouve qu'il mérite d'être aimé, vous inversez la dynamique du pouvoir. Sophie n'envoya pas de message. Pas parce qu'elle jouait à un jeu, mais parce qu'elle était vraiment en train de se demander si elle voulait revoir Antoine. Il était intéressant, il avait réussi, il était attirant. Mais elle n'était pas désespérée, elle était curieuse. Et la curiosité ne génère pas d'anxiété, elle génère une observation calme. 2 jours plus tard, Antoine envoya un message. Il dit qu'il avait beaucoup apprécié sa compagnie, qu'il voulait la revoir, et que jeudi soir, il serait libre. Sophie lut le message, sourit, et attendit 4 heures pour répondre. Non par stratégie, mais parce qu'elle était à son cours de céramique et qu'elle ne consultait pas son téléphone pendant. Lorsqu'il a répondu, il a dit « Jeudi, je suis libre, oui, mais c'est moi qui choisis l'endroit cette fois. Je connais un petit bistrot français, Inou. Je t'envoie l'adresse. » Antoine fut de nouveau surpris. Elle ne lui demanda pas s'il aimait la cuisine française. Elle ne proposa pas d'option. Elle décida, tout simplement, et lui, habitué à toujours tout décider, trouva cela incroyablement attirant. 2e rencontre, au bistrot que Sophie avait choisi. La conversation fut plus profonde. Antoine parla du divorce difficile qu'il avait vécu 10 ans auparavant, de la façon dont son ex-femme avait tenté de prendre la moitié de ses affaires, de la méfiance qui en avait résulté.
Sophie écouta avec empathie, mais ne s'offrit pas à prouver qu'elle était différente. Elle ne dit pas qu'elle ne ferait jamais cela. Elle dit simplement « On dirait que cela a été très douloureux » et changea de sujet. Nilda Chiaraviglio nous enseigne que lorsqu'un homme raconte un traumatisme du passé, en particulier concernant des femmes, il est en train de tester. Il veut voir si vous allez vous précipiter pour prouver que vous n'êtes pas comme les autres. Et quand vous faites cela, vous assumez un rôle défensif. Vous communiquez que vous avez besoin de son approbation. Les femmes qui ont du pouvoir ne se défendent pas d'accusations qui n'ont pas été faites. Elles sont simplement qui elles sont. Et le temps le prouve. Comme dirait Françoise Dolto, l'authenticité est la clé de la relation. Quand Antoine demanda si Sophie pensait se remarier un jour, elle fut brutalement honnête. « Je ne sais pas. J'aime ma vie telle qu'elle est. Si quelqu'un apparaît qui ajoute de la valeur sans enlever de la liberté, peut-être, mais je ne suis pas en train de chercher activement. » Antoine resta silencieux, en train de digérer l'information. La plupart des femmes de son âge qu'il connaissait étaient, oui, en train de chercher activement. Et elle le faisait clairement savoir. Sophie venait de dire qu'il faudrait qu'il soit extraordinaire pour que cela vaille la peine de changer la vie qu'elle avait construite. Troisième rencontre, une semaine plus tard. Antoine invita Sophie à déjeuner le dimanche sur son yacht. Sophie répondit que le dimanche, elle avait un rituel sacré, déjeuner avec ses amis, mais qu'elle pouvait être disponible le samedi après-midi s'il le souhaitait. Antoine, pour la 3e fois, dut ajuster son agenda. Et, pour la 3e fois, cela augmenta la valeur perçue de Sophie. Sur le yacht, Antoine tentait clairement d'impressionner. Il parla des endroits où il avait voyagé, des célébrités qu'il connaissait, de ses affaires. Sophie écouta poliment. Mais à aucun moment elle ne parut excessivement impressionnée. Elle posait des questions, démontrait un intérêt véritable, mais ne le traitait pas comme s'il était plus important qu'elle. Et là, Antoine commit l'erreur que les hommes qui ont réussi commettent fréquemment. Il tenta d'utiliser l'argent pour créer une connexion. Il dit qu'il pensait aller à Paris le mois suivant, qu'il avait un appartement là-bas, et que ce serait incroyable si elle voulait l'accompagner. Tout payé, évidemment. Sophie le regarda pendant un long moment, et dit quelque chose que Nilda Chiaraviglio enseigne comme essentiel. « Antoine, j'apprécie l'invitation, mais nous nous connaissons à peine, et je n'accepte pas de voyage payé par des hommes qui ne sont pas des partenaires établis. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de maintenir la dynamique claire. Si un jour nous arrivons au point où nous voyageons ensemble, je paie ma part, ou nous n'y allons pas. » Antoine fut choqué. Aucune femme n'avait refusé un voyage à Paris en jet privé. Il tenta d'argumenter. Il dit que l'argent n'était pas un problème pour lui, que ce serait un plaisir, qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée. Sophie sourit et dit « Je te crois ». Mais la réponse reste non. Quand et si nous allons quelque part ensemble, ce sera dans des conditions d'égalité. Et c'est à ce moment qu'Antoine réalisa. Il n'était pas en train de traiter avec une femme qu'il pouvait impressionner avec des ressources. Il était en train de traiter avec une femme qui avait un sens de sa propre valeur tellement fort que les ressources externes ne la touchaient pas. Et cela était quelque chose de complètement nouveau pour lui. Nilda Chiaraviglio appelle cela l'immunité à l'éblouissement. Les femmes mûres qui comprennent le pouvoir ne sont pas impressionnées par l'argent, le statut ou les possibilités. Elles sont impressionnées par la constance, le respect, une présence émotionnelle réelle. Et quand vous démontrez que vous n'êtes pas éblouissable, vous forcez l'homme à rivaliser sur un terrain complètement différent, le terrain du caractère. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea chez Antoine. Il arrêta d'essayer d'impressionner avec des choses externes et commença à essayer d'impressionner avec sa présence. Il commença à poser des questions plus profondes sur Sophie. Il commença à démontrer un intérêt réel pour les tableaux qu'elle peignait. Il commença à apparaître aux expositions du groupe d'art de Sophie, même sans être invité, juste pour la soutenir. Et Sophie ? Elle continua à maintenir des limites claires. Quand Antoine voulait la voir 3 fois par semaine, elle disait que 2 fois était le maximum,
parce qu'elle avait besoin de temps pour ses activités. Quand il envoyait des messages longs et émotifs, elle répondait avec tendresse, mais sans réciproquer l'intensité. Quand il commença à parler d'avenir, elle dit « Concentrons-nous sur le présent. Si le présent est suffisamment bon pendant suffisamment longtemps, l'avenir se construira de lui-même. » C'est au cours du 2e mois qu'Antoine dit pour la première fois qu'il était amoureux. Il dînait chez Sophie, qui avait cuisiné elle-même, insistant sur le fait que c'était à son tour de recevoir. Après le dîner, en prenant du vin sur la terrasse, Antoine dit simplement « Je suis en train de tomber amoureux de toi. Et toi ?» Sophie le regarda et répondit avec quelque chose que Nilda Chiaraviglio enseigne comme essentiel. « J'apprécie beaucoup ce que nous sommes en train de construire, mais l'amour, pour moi, n'est pas un sentiment de 2 mois. C'est un choix quotidien qui se prouve avec le temps. Repose-moi la question dans 6 mois. » La plupart des femmes, en entendant une déclaration d'amour d'un millionnaire qui a réussi, se précipiteraient pour y répondre, par peur de le perdre, par peur de paraître froide, par peur d'être trop difficile. Sophie n'avait pas ces peurs, parce qu'elle savait quelque chose de fondamental. S'il s'en va parce que vous n'avez pas dit « je t'aime » en 2 mois, ce n'était pas l'homme qu'il vous fallait. L'homme qu'il vous faut respecte votre temps, respecte votre processus, respecte le fait que vous n'êtes pas désespéré. Antoine fut déconcerté, mais il ne s'en alla pas. En fait, il devint plus présent. Parce que, pour la première fois dans sa vie d'adulte, il était dans une relation où il devait travailler pour gagner la femme. Et le travail crée de la valeur. C'est à la fin du 2e mois que se produisit le moment décisif. Antoine invita Sophie à rencontrer ses fils, 2 hommes d'une 30aine d'années, travaillant tous les 2 dans les affaires de la famille. Sophie accepta. Dîner dans un restaurant de viande, ambiance décontractée. Les fils furent polis, mais clairement protecteurs. L'un d'eux, l'aîné, demanda à Sophie, sans beaucoup de subtilité. « Vous savez que notre père est un homme qui a beaucoup de succès, n'est-ce pas ?» Sophie sourit et répondit « Oui, je sais. Et vous savez que je suis une femme très épanouie, n'est-ce pas ? Que le fait que votre père ait du succès, c'est très bien pour lui, mais cela ne change rien pour moi. Que je suis ici parce que j'aime sa compagnie, pas parce que j'ai besoin de quelque chose. » Le dîner fut plongé dans un silence embarrassant. Antoine regarda Sophie, espérant qu'elle adoucirait ses propos, qu'elle s'expliquerait mieux, qu'elle tenterait de conquérir ses fils. Sophie continua simplement à manger, tranquille. Elle avait dit la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être édulcorée. Plus tard, dans la voiture, Antoine a dit que Sophie avait peut-être été trop dure. Que les garçons voulaient seulement la protéger, qu'elle aurait pu être plus diplomate. Sophie l'a regardé et a dit quelque chose qui a tout changé. « Antoine, je ne vais pas faire semblant d'être moins que ce que je suis pour gagner l'approbation de qui que ce soit, ni de tes fils, ni de toi. Si tu veux une femme qui se rabaisse pour mieux s'intégrer, je ne suis pas cette femme, et il vaut mieux qu'on le découvre maintenant. » Et Antoine a réalisé, à ce moment précis, quelque chose de profond. Il ne voulait pas une femme qui se diminuait. Il avait déjà eu ça dans son précédent mariage. Il voulait exactement ce que Sophie était. Une femme entière, forte, qui n'avait pas besoin de lui mais qui choisissait d'être avec lui. Et ce choix, quand il est basé sur la volonté et non sur la nécessité, valait infiniment plus. Au 3e mois, Antoine a demandé Sophie en mariage. Soirée romantique, bague en diamant, discours préparé. Sophie a tout écouté, émue, et a dit non. Antoine était en état de choc. Il a demandé pourquoi. Sophie a expliqué. Parce que 3 mois, c'est beaucoup trop tôt. Parce que je t'aime beaucoup, mais je suis encore en train de te connaître. Parce que le mariage, pour moi, ce n'est pas une question de sentiments intenses. C'est une question de compatibilité réelle, testée avec le temps. Repose la question dans 1 an. Si ça a encore du sens, j'y réfléchirai sérieusement. C'est comme disait Françoise Dolto. On ne devient pas adulte en claquant des doigts, cela prend du temps. La plupart des hommes se seraient sentis rejetés et seraient partis. Antoine a ressenti quelque chose de différent.
un respect profond. Sophie ne jouait pas à des jeux. Elle était adulte, mature, responsable. Et cela, d'une manière étrange, lui a donné la certitude absolue qu'elle était la personne idéale. 1 mois plus tard, Antoine a refait une demande. Pas en mariage, mais qu'elle emménage avec lui. Sophie a dit non, encore une fois. Elle a expliqué « J'ai ma maison. Tu as la tienne. Et j'aime beaucoup mon indépendance. On peut passer des nuits ensemble. On peut voyager. On peut construire une vie partagée. Mais gardons nos bases séparées pour l'instant. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Cela signifie que je ne renonce à moi-même pour personne. » Et c'est justement ça, ce refus répété de fusionner complètement, qui a maintenu Antoine obsédé, parce que Sophie restait un mystère, continuait à avoir sa propre vie, continuait à être quelqu'un qu'il devait conquérir tous les jours, pas quelqu'un qu'il possédait déjà. Nilda Chiaraviglio enseigne que l'erreur fatale que les femmes matures commettent est de penser qu'elles doivent fusionner complètement pour garder un homme. Abandonner leur maison, leurs amis, leurs loisirs, leur identité, tout au nom de la construction d'une vie commune. Mais quand vous fusionnez complètement, vous cessez d'être intéressante. Vous cessez d'être un mystère. Vous cessez d'être un défi. Et vous devenez un meuble, présente, utile, mais pas fascinante. 6 mois après leur première rencontre, Sophie et Antoine étaient dans une relation solide. Ils se voyaient 3-4 fois par semaine. Ils voyageaient ensemble, elle payant toujours sa part. Ils avaient une vie sexuelle incroyable. Ils avaient des conversations profondes. Mais Sophie continuait à maintenir des limites claires, continuait à avoir ses journées rien qu'à elle, continuait à privilégier la peinture, ses amis, ses rituels personnels. Et Antoine, il était plus amoureux qu'il ne l'avait jamais été de sa vie, parce que pour la première fois, il avait une partenaire de vrai, pas une adoratrice. Pas quelqu'un qu'il devait soutenir émotionnellement, mais une femme complète qui choisissait d'être avec lui parce que c'était bon, pas parce que c'était nécessaire. Si vous vous demandez comment cela s'applique à vous, laissez-moi vous donner le principe que Nilda a enseigné et que Sophie a appliqué instinctivement. Le principe de la réciprocité consciente. Premièrement, identifiez vos priorités non négociables. Pour Sophie, c'était la peinture, ses amis, l'indépendance financière, le temps seul. Pour vous, ça peut être autre chose, mais vous devez savoir ce qui est sacré et le communiquer dès le début. Deuxièmement, pratiquez le non élégant. Quand quelqu'un demande quelque chose qui ne vous convient pas, dites non sans vous justifier excessivement. Pas avec grossièreté, mais avec clarté. Je ne peux pas, je ne veux pas, ce n'est pas le bon moment. Et ne vous excusez pas pour des limites raisonnables. Troisièmement, refusez de créer une dette émotionnelle. N'acceptez pas de grands cadeaux trop tôt. N'acceptez pas de voyages payés. N'acceptez pas d'aide financière. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de maintien de l'équilibre du pouvoir. Quand vous acceptez trop, vous vous placez dans une position subordonnée. Quatrièmement, maintenez toujours votre propre vie. N'annulez pas vos activités pour ces projets. Ne réorganisez pas complètement votre emploi du temps. N'abandonnez pas vos loisirs, vos amis, vos routines. Ce n'est pas être égoïste, c'est être entière. Et les hommes de qualité sont attirés par les femmes entières. Cinquièmement, ne vous précipitez pas pour prouver que vous êtes différente. Quand il parle de son ex difficile, de ses traumatismes passés, de ses peurs, ne vous proposez pas d'être sa sauveuse. Écoutez simplement avec empathie et laissez vos actions, avec le temps, prouver qui vous êtes. Si vous sentez que vous avez peur de perdre des hommes en posant des limites, utilisez le Super Thanks. Chaque contribution permet à plus de femmes de découvrir que les limites n'éloignent pas les hommes. Bien. Les limites filtrent les hommes faux et attirent les hommes vrais. Sophie, aujourd'hui, 1 an après avoir rencontré Antoine, est toujours dans la relation. Il l'a demandé en mariage 3 fois. Elle a dit non 3 fois. Pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce qu'elle est heureuse exactement comme les choses sont.
Et Antoine, surprenant, est heureux aussi. Parce qu'il a quelque chose qu'il n'a jamais eu, une partenaire qui n'a pas besoin de lui, qui le choisit, et ce choix libre tous les jours vaut plus que 1000 promesses de mariage forcées. La différence entre Sophie et la plupart des femmes, ce n'est pas la chance. C'est la conscience. Sophie a compris quelque chose que Nilda enseigne depuis des années. Vous n'attirez pas les hommes de qualité en étant facile. Vous attirez en étant précieuse. Et la valeur n'est pas une question de beauté ou d'âge. C'est une question d'un sens de soi tellement fort que vous n'êtes pas disposé à vous diminuer pour personne. Lequel de ces 5 principes avez-vous le plus besoin d'appliquer dans votre vie, maintenant ? Êtes-vous prête à arrêter de faire pour commencer à attirer le type d'homme idéal ? Laissez-moi vous raconter les 5 erreurs que Sophie a évitées. Erreur numéro 1. Elle n'a jamais annulé ses projets pour ses projets. Elle a gardé son cours de peinture le samedi, son déjeuner avec ses amis le dimanche, sa céramique le mardi. Ses rendez-vous étaient sacrés. Antoine a réalisé. Cette femme a de la substance, une vie réelle. Je dois m'intégrer à elle, pas l'inverse. Erreur numéro 2. Elle n'a jamais essayé de prouver sa valeur. Elle n'a pas énuméré ses qualités comme dans un entretien d'embauche. Elle a parlé de choses qu'elle aimait faire, pas de ce qu'elle pouvait faire pour lui. Antoine a réalisé qu'elle n'était pas désespérée de remplir un rôle dans sa vie. Erreur numéro 3. Elle n'a jamais accepté d'être une seconde option. Quand Antoine envoyait un message le jeudi soir pour sortir le week-end, elle refusait. Je planifie à l'avance. Préviens-moi avant mardi, sinon j'ai déjà des projets. Antoine a appris à respecter son temps. Erreur numéro 4. Elle n'a jamais fait semblant d'aimer ce qu'elle n'aimait pas. Quand il l'a emmenée à l'opéra, elle a dit honnêtement, ce n'est pas mon truc. La plupart font semblant d'adorer. Sophie a été authentique. Antoine, c'est fini les invitations à l'opéra. Il a commencé à demander ce que Sophie aimait vraiment. 5e erreur évitée. Ne jamais se précipiter pour définir la relation. Pas de pression pour l'exclusivité. Laissez les choses se faire naturellement. Quand Antoine a demandé si elle voyait d'autres personnes, Sophie a répondu « Je me concentre sur le fait d'apprendre à te connaître. Mais nous n'avons pas convenu d'exclusivité. Si tu veux en parler, nous pouvons le faire. » Sans précipitation. 2 semaines plus tard. C'est lui qui a demandé l'exclusivité. Laissez-moi vous expliquer la science derrière l'efficacité des limites, parce que ce n'est pas que de la psychologie, c'est de la neurologie. Quand vous dites toujours oui, que vous êtes toujours disponible, que vous vous adaptez. Toujours. Vous activez dans le cerveau masculin un système appelé processus de récompense garantie. C'est le même système qui traite les choses qu'il possède déjà. Sa propre maison, sa voiture au garage, sa montre au poignet. Les choses garanties ne génèrent pas de pic de dopamine. Elles génèrent du confort. Oui, mais pas d'obsession. Mais quand vous avez des limites claires, quand vous dites non, parfois, quand vous démontrez que vous n'êtes pas acquise, vous activez le système de récompense variable. C'est le même système qui rend les gens accros aux jeux de hasard. Parce que le cerveau ne sait jamais avec certitude s'il va gagner. Et cette incertitude génère des pics de dopamine beaucoup plus importants que la certitude. Sophie n'était pas imprévisible de manière chaotique. Elle avait des habitudes claires. Mais Antoine n'était jamais absolument sûr qu'elle dirait « oui ». Et cette légère incertitude maintenait son cerveau constamment engagé, constamment en train d'essayer de la conquérir, constamment en train de valoriser chaque « oui » qu'elle lui donnait. De plus, les limites activent un autre système neurologique crucial, le système de valeur par rareté. Plus quelque chose est difficile à obtenir, plus le cerveau lui attribue de la valeur. C'est pourquoi les diamants valent plus que l'eau. Même si l'eau est essentielle à la vie, la rareté crée une valeur perçue. Sophie n'était pas difficile pour être difficile. Elle avait simplement sa propre vie et des valeurs claires. Mais l'effet neurologique était le même. Antoine la percevait comme rare, précieuse, quelque chose pour lequel il devait travailler pour avoir.
et cela créait une obsession d'une manière que la disponibilité totale ne créerait jamais. Laissez-moi vous parler de 2 autres femmes que Nilda Ciaraviglio a accompagnées et qui ont appliqué des principes similaires. N'oublions jamais, Nilda Ciaraviglio est celle qui nous éclaire. Hélène, 52 ans, divorcée, a rencontré Romain. 55 ans, médecin prospère. Quand il a essayé de fixer un rendez-vous pour 3 jours plus tard, elle a dit « Cette semaine, je suis prise. Que dirais-tu de la semaine prochaine ?» Quand il a voulu tout payer lors de leur premier rendez-vous, elle a insisté pour diviser l'addition. Quand il a proposé un voyage de fin de semaine lors de leur 3e rendez-vous, elle a refusé. Nous nous connaissons à peine. Nous en reparlerons dans 6 mois. 6 mois plus tard, ils sont partis en voyage. Et leur relation était solide parce qu'elle reposait sur une base de respect mutuel. Béatrice, 58 ans, veuve, a rencontré Frédéric, 62 ans, chef d'entreprise à la retraite. Il a essayé de l'impressionner avec ses réalisations professionnelles et un restaurant cher. Elle n'a pas semblé éblouie. Elle a parlé de son travail bénévole et du fait qu'elle suivait des cours de psychologie à 58 ans. Quand il a demandé une relation sérieuse lors de leur 3e rendez-vous, elle a dit « Une relation sérieuse se construit avec des mois de constance, pas 3 rendez-vous. Allons-y sans précipitation. » Frédéric a dû prouver sa constance avec le temps. Et 8 mois plus tard, ils avaient une relation solide, testée par le temps. Laissez-moi vous donner maintenant les 5 vérités sur les limites que Sophie a dû accepter avant que tout ne fonctionne. Vérité numéro 1. Les hommes de qualité ne sont pas effrayés par les limites. Ils les respectent. La plupart des femmes ont peur que si elles ont des limites claires, cela effraie les hommes et qu'elles se retrouvent seules. Mais c'est le contraire qui est vrai. Les hommes de qualité sont attirés par les femmes qui ont des limites, parce que les limites communiquent une valeur personnelle. Et les hommes veulent des femmes qui se valorisent. Pas des femmes qui se vendent à bas prix. Vérité numéro 2, les limites filtrent automatiquement les mauvais hommes. Quand Sophie a dit non au voyage payé, non à emménager ensemble trop tôt, non à un mariage précipité, si Antoine avait été le mauvais homme, il serait parti, il aurait cherché une femme plus facile à manipuler. Le fait qu'il soit resté, qu'il ait respecté, qu'il ait ajusté son comportement, a prouvé qu'il était le bon homme. Les limites sont un test, et les mauvais hommes échouent, toujours au test. Vérité numéro 3. Vous ne pouvez pas construire une relation saine sur une base de servilité. Si vous conquérez un homme en étant un paillasson émotionnel, vous devrez continuer à être un paillasson émotionnel pour le garder. Et ce n'est pas une relation. C'est de la servitude émotionnelle. Sophie a compris que si Antoine restait avec elle uniquement parce qu'elle était facile, agréable, toujours disponible, il n'était pas vraiment avec elle. Il était avec une version performative d'elle, et la performance ne dure pas. Vérité numéro 4. Les limites créent le respect, et le respect crée un amour durable. La passion initiale peut découler de la disponibilité, de la chimie, de la nouveauté, mais l'amour qui dure des décennies a besoin d'une base de respect mutuel, et vous ne gagnez pas le respect en étant soumise. Vous gagnez le respect en étant légal. Sophie et Antoine se respectaient profondément, parce qu'aucun des deux ne s'abaissait pour l'autre. Vérité numéro 5. Vous enseignez aux gens comment vous traiter. Chaque fois que vous acceptez d'être traité comme une deuxième option, vous enseignez que vous êtes une deuxième option. Chaque fois que vous annulez vos plans pour ces plans, vous enseignez que vos plans n'ont pas d'importance. Chaque fois que vous acceptez des cadeaux qui créent une dette, vous enseignez que vous pouvez être acheté. Sophie a enseigné à Antoine, dès le début, qu'elle était une priorité dans sa propre vie, et il a appris à la traiter comme une priorité également. Maintenant, le protocole de mise en œuvre, parce qu'une chose est de comprendre, une autre est d'appliquer. Semaine 1 à 2. Identifiez 3 priorités innégociables que vous n'annulerez pour aucun homme.
Cela peut être un cours, un dîner avec des amis, du temps seul. Écrivez-les, engagez-vous pour 3 mois et pratiquez à dire non 3 fois par semaine. Pas besoin que ce soit pour un homme. Entraîner le muscle du non dans des situations à faible, risque d'abord. Semaine 3 à 4. Établissez une règle de ne pas accepter les invitations de dernière minute. Refusez poliment. Et si vous sortez avec quelqu'un, établissez une réciprocité financière dès le début. Divisez les additions ou alternez qui paie. Cela maintient un équilibre des pouvoirs et évite la dette émotionnelle. Semaine 5 à 6. Pratiquez l'honnêteté sur vos préférences. S'il suggère quelque chose que vous n'aimez pas, dites-le poliment. Ne faites pas semblant. Et ne vous précipitez pas pour définir la relation. Attendez au moins 2 mois. Laissez les choses se faire naturellement, sans anxiété. Semaine 7 à 8. Maintenez une vie sociale active indépendamment de lui. N'annulez pas les sorties avec vos amis. Continuez à avoir votre propre vie. Et évaluez honnêtement. Respecte-t-il vos limites? Ajuste-t-il son comportement? Démontre-t-il de la constance? Ou vous met-il la pression et vous manipule-t-il? Si c'est le deuxième cas, ce n'est pas le bon homme. Mieux vaut le découvrir en 8 semaines qu'en 8 ans. Sophie a appliqué ces principes instinctivement parce qu'elle avait passé 2 ans en thérapie à reconstruire son sens du soi. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre 2 ans. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Les travaux de Nilda Chiaraviglio sont là pour nous guider. Vous pouvez décider aujourd'hui que vous n'allez plus vous diminuer pour aucun homme, que vous n'allez plus annuler vos projets, que vous n'accepterez plus d'être traité comme une option secondaire, que vous ne ferez plus semblant d'être moins que vous n'êtes pour mieux rentrer dans le moule. Et lorsque vous faites cela, 2 choses se produisent. Premièrement, les hommes qui ne vous conviennent pas s'éloignent naturellement. Ils réalisent que vous n'êtes pas facile à manipuler et vont chercher une femme plus soumise. Et c'est une bonne chose. Vous voulez filtrer les hommes qui ne vous correspondent pas le plus rapidement possible. Deuxièmement, les hommes qui vous correspondent s'approchent, parce qu'ils reconnaissent votre valeur. Ils reconnaissent une femme avec une forte conscience d'elle-même. Et ils sont attirés exactement par cela. Antoine ne s'est pas épris de Sophie malgré ses limites. Il est tombé amoureux à cause de ses limites. Parce que ses limites communiquaient de quelque chose de fondamental. C'est une femme qui se respecte. Et si elle se respecte, elle me respectera aussi. Et elle exigera un respect réciproque. Et c'est la base d'une relation authentique. Comme le soulignait Françoise Dolto, le respect de soi est le pilier de toute relation saine. 1 an et demi après leur première rencontre, Sophie a accepté de vivre avec Antoine, non parce qu'il l'a convaincue, mais parce qu'elle a décidé que cela avait du sens. Ils ont conservé leurs 2 appartements. Elle utilise le sien comme atelier de peinture. Un véritable havre de créativité où elle laisse libre cours à son imagination. Il garde le sien parce que ses enfants lui rendent visite. Mais ils passent la plus grande partie de leur temps ensemble, en équilibre, en partenariat, dans le respect mutuel. Et Antoine, il continue de la demander en mariage de temps en temps. Et Sophie continue de dire qu'elle est heureuse comme les choses sont. Et ironiquement, c'est exactement ce non qui maintient Antoine complètement amoureux. Parce qu'il sait que si Sophie dit oui un jour, ce ne sera pas par pression, par convention sociale, par peur de se retrouver seule, mais parce qu'elle le veut, vraiment. Et un choix libre vaut infiniment plus qu'une obligation sociale. C'est l'essence même de l'amour véritable, selon Nilda Chiaraviglio. La leçon que Nilda Chiaraviglio tire de cette histoire est simple mais révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin d'être gentille pour être aimée. Vous devez être authentique. Et l'authenticité inclut des limites, des préférences, des priorités, et la disposition à dire non quand quelque chose ne vous convient pas. Les hommes de qualité ne veulent pas des poupées qui acquiescent à tout. Ils veulent des partenaires réels qui les mettent au défi, qui les complètent, qui ajoutent une perspective différente. C'est ce qui rend une relation riche et durable. Alors, lequel de ces principes allez-vous appliquer en premier ?
Quelle limite avez-vous le plus peur d'établir? Et que êtes-vous prête à risquer pour enfin attirer une relation véritable, basée sur le respect mutuel, non sur une performance de perfection? Nilda Chiaraviglio nous invite à embrasser notre authenticité et à revendiquer notre droit au bonheur. Sans compromis,